Ravi de vous retrouver pour cette troisième Web TV de la matinée dans l'Agora Live Mobilité. Merci de nous suivre aussi fidèlement. Débat jusqu'à 11 heures. Nous allons parler des énergies et notamment avec Total sur les stations classiques. Que deviennent nos stations classiques? L'évolution des stations avec le GNL, le GNV, l'électrique. Enfin, beaucoup de questions à poser à mon invité. Bonjour. Bonjour. Pauline Bovine, vous êtes directrice marketing, mobilité et nouvelles énergies chez Total Mobility. La première question que j'ai envie de vous poser, on connaît Total, tout le monde connaît Total, les stations classiques, il y en a partout en France, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, ces stations sont amenées à disparaître telles qu'on les connaît, ou vous savez, des stations qui vont se transformer en tout électrique? Enfin, c'est la question un peu naïve qu'on a envie de vous poser, mais est-ce que ça évolue et de quelle façon? Alors, bien sûr que ça évolue. Vous avez dit le mot, c'est que ça se transforme. Total a été connu comme un pétrolier gazier, et puis de plus en plus, on va devenir un groupe multi-énergie, un énergéticien. Et donc, ça se voit sur toute la chaîne de valeur du groupe, de la production jusqu'aux solutions qu'on va vendre à nos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers, et aussi dans les infrastructures qu'on va développer. Donc, en effet, la station de demain, c'est une vraie question. Elle va forcément évoluer. Elle va devenir multi-énergie. Elle va devenir parfois 100% électrique. Elle va devenir multimodale, multiservice. C'est tous les projets qui sont en cours dans le groupe. Quel est le carburant qui a le vent en poupe en ce moment? Alors dans les flottes d'entreprises, est-ce que ça reste très traditionnel ou on va vers plus de multi-énergie? On va vers plus de multi-énergie. Le diesel, qui était quasiment, La star. voilà, exactement, l'unique solution et l'énergie unique utilisée jusqu'à présent, et notamment par les professionnels, ça évolue parce que tout l'écosystème évolue. On a de plus en plus de gammes proposées aux professionnels comme aux particuliers d'ailleurs, sur des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des véhicules au gaz, etc. Le cadre réglementaire vient légiférer tout ça, donc vient accélérer en fait cette transition énergétique. Nous, on développe les infrastructures et c'est notre rôle pour qu'on puisse aller faire le plein, quelle que soit son énergie finalement. Donc on va de plus en plus vers un mix énergétique sur ces flottes-là, qui vont vraiment être liées à l'usage et à l'analyse de cet usage à l'intérieur de la flotte. C'est-à-dire que toute énergie n'est pas... Le gaz, parce que c'est un peu l'intitulé de cette table ronde, le Ouais. gaz, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne aujourd'hui ou parce qu'on a l'impression que ça se développe pas trop en France. Alors, on a mis tout sur l'électrique. Est-ce que pour les professionnels aujourd'hui le gaz a un sens et est-ce que c'est en train de se développer et comment vous faites face à ça? Alors oui, le gaz a sa place complètement. Encore une fois, on va partir de l'usage, de quelle autonomie va avoir besoin le véhicule, quel type de roulage il va faire, est-ce qu'il a un maillage à côté proche de chez lui, etc., qui va faire qu'on va se tourner vers le gaz. Quand on regarde le TCO, il a une vraie place en fonction, encore une fois, du comportement du conducteur. Aujourd'hui, on vient d'ouvrir notre 19e station en France, à Noisy-le-Grand, de gaz. On a une ambition d'un peu plus de 100 stations, 110 exactement en France. Donc, on donne vraiment une place dans le mix énergétique au gaz. En sachant que si on roule au gaz, c'est aussi une bicarburation, c'est-à-dire qu'on n'est pas de risque de tomber en rade puisqu'on peut faire de l'essence et gaz, c'est souvent mixé, hein. On peut faire de l'hybride. De plus en plus, c'est du biogaz. On va chercher à développer le biogaz, qui est un choix de la flotte au départ, de dire, voilà, dans le cadre de la transition énergétique, de ma politique RSE, etc., je veux plutôt un certain pourcentage de biogaz qu'on va pouvoir aller choisir à la pompe pour alimenter son véhicule. Alors justement, ça se passe comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a ces fameuses cartes qu'utilisent ceux qui vous regardent. La carte Total qui permet d'aller à la pompe faire son plein. Alors si demain je prends un plein électrique, après je prends un plein essence, voire diesel, comment ça se passe? Est-ce que la carte fonctionne? Comment ça se Oui, donc passe? la carte a évolué. On connaissait tous la carte GR il y a Ouais. quelques années pour les professionnels. Maintenant, c'est la carte Total multi-énergie. Donc, vous avez
toute la technologie qui fait que vous pouvez aller vous recharger sur une borne, vous pouvez aller vous recharger sur la pompe comme avant, quel que soit le carburant dont vous avez besoin, et aussi en gaz. Donc, quelle que soit l'énergie dont vous avez besoin, vous pourrez aller vous recharger et ça remonte dans l'outil de gestion de flotte qu'on met à disposition des professionnels qui étaient liés à cette carte. Sur l'électrique, le gouvernement prévoit d'installer 100 000 bornes d'ici à la fin de l'année. Il y en a à peu près 30 000 aujourd'hui. En quoi Total est partenaire? En quoi Total est... Parce qu'on se dit, voilà, vous faites du pétrole, du gaz, mais est-ce que l'électrique, vous êtes vraiment, entre guillemets, branché sur l'électrique? On est branché sur l'électrique. C'est l'énergie alternative la plus mature de la société et de nous-mêmes. On a signé cet objectif avec le gouvernement de 100 000 bornes. Aujourd'hui, on opère 10 000 bornes. Le but, c'est d'en opérer 20 000, donc de doubler les bornes opérées par Total d'ici la fin de l'année. Ça sera charge rapide, par exemple sur les autoroutes, etc. Alors, ouais, on a un objectif de 100 hubs électriques urbains et périurbains. Quand vous dites hub, c'est une façon de se recharger très vite. Exactement. Donc minutes. Accéléré et ultra rapide. Exactement. Qui seront installés où? C'est principalement les autoroutes? Donc il y a autoroutes et puis on va développer un réseau urbain et périurbain à destination des flottes qu'on peut appeler captives, type VTC, taxi, qui vont avoir énormément besoin de se recharger car beaucoup de kilomètres dans la journée, mais sur un périmètre restreint. Voilà. Donc et ça sera intégré dans les stations-service classiques ou ça sera, vous dites des hubs, des autres endroits où on pourra se recharger? Pas que. Ça peut être ce qu'on peut appeler un rétrofit de stations déjà existantes ou ça peut être construire... Alors le rétrofit, c'est passer d'un moteur thermique à un moteur électrique. Voilà, donc on là, peut le dire aussi pour l'infrastructure. Est-ce que ça vaut plus le coup aujourd'hui d'investir pourtant il y a encore beaucoup des millions de véhicules qui roulent encore au thermique, donc avant que ça change. Donc vous allez quand même maintenir les stations classiques. Bien sûr. C'est juste qu'elles se transforment, que selon leur localisation, il va y avoir un intérêt à la transformer plus vite. Certaines vont être mixtes, donc multi-énergie, et certaines vont être 100% électriques parce que la localisation ou autre fait que c'est plus pertinent de pouvoir permettre à tout à chacun de se recharger en électricité. Alors la France est évidemment un pays où il y a beaucoup de lois, où il y a beaucoup de choses qui changent en permanence. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. La fameuse loi LOM, alors avec notamment les restrictions de circulation dans les centres-villes, j'imagine que ça c'est un gros sujet chez vous. Comment vous voyez les choses évoluer, notamment pour les flottes? Alors en effet, le cadre législatif évolue vite. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, de savoir si on est éligible, pas éligible, est-ce que je suis contraint, pas contraint. La loi LOM, et on pourra montrer une petite vidéo qu'on a pu faire à destination de nos clients pour un peu expliquer qui est impacté et comment ça fonctionne. Mais l'idée est de montrer que on est là pour les accompagner, pour les aider à savoir s'ils sont impactés, est-ce qu'ils sont dans une ZFE, est-ce qu'ils vont être dans une ZFE, les accompagner dans le renouvellement de leur flotte, puisque la loi LOM oblige des quotas de véhicules propres parmi les véhicules renouvelés, etc., etc. Donc nous, on va les accompagner dans la durée pour respecter le cadre. Alors comment vous les accompagnez, les entreprises? Alors déjà, nous, on est au plus près de l'évolution des lois pour savoir qu'est-ce qui va arriver. On analyse ensuite sur l'outil de gestion de flotte qui est à disposition grâce à la carte Total Multi-Énergie. On va analyser le comportement de ces flottes. On va analyser combien il y a de véhicules, quel pourcentage doit être renouvelé dans le cadre de la loi LOM. Est-ce que le véhicule roule dans une ZFE? Parce que le siège de notre client peut être hors ZFE, mais la circulation de tel ou tel véhicule peut en faire partie. Et on va l'aider à trouver quel véhicule peut être éligible à passer par exemple à l'électrique ou au gaz. On voit la vidéo d'ailleurs qui est en train de se dérouler. La transition énergétique, c'est maintenant. Alors moi, j'ai posé une question quand même très grand public, mais on a l'impression que trouver une station essence aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, parce qu'il y en a de moins en moins, notamment dans les grandes villes. Ça disparaît. Donc comment on va pouvoir se recharger? Je pense notamment à l'électrique. S'il y a de moins en moins de stations, parce qu'il y a de plus en plus de contraintes, comment ça va se passer? Alors nous, on a toujours nos 3500 stations.
D'accord. Certaines vont en effet devenir multi-énergie. Dans certaines, notamment sur autoroute, vous trouvez en effet des bandes de recharge HPC, donc accélérées. C'est-à-dire qu'en ville, Ultra-rapide. on ne pourra plus se recharger en thermique. Ce sera vraiment quasiment, j'imagine, que des stations électriques. C'est En ça ville, l'avenir? vous avez encore quelques stations, mais la Ouais. réglementation fait que c'est de plus en plus difficile d'avoir de toute façon des stations de carburant en ville. En termes de bornes, en revanche, de mobilité électrique, ce qu'on estime d'ici peu de temps, quelques années, c'est que 80% de la recharge se fera entre le domicile et le travail, et le reste en itinérance. Sur ces 15% qui restent, on estime que 5% se fera en station-service, donc en HPC, et les 10% restants en voirie. Donc c'est tout ce qu'on va développer. On a récemment eu la chance de gagner l'appel d'offres de Ville de Paris, donc on va opérer techniquement et commercialement la Ville de Paris sous la marque Bélib, par exemple. Donc on va développer, on va faire plus de 50% de nouvelles bornes. Le parc va grossir de plus de 50%. Donc il va y avoir de plus en plus les collectivités, les entreprises, etc., qui vont s'équiper de bornes électriques pour pouvoir répondre à ce besoin d'itinérance. Alors, j'arrive à une borne, il y a de plus en plus d'utilisateurs, mais malheureusement, il y a quelqu'un devant. Donc, qu'est-ce que vous garantissez? Est-ce qu'on on pourrait être renseigné sur les bornes qui seront libres pour se recharger? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un certain embouteillage? Et en plus, c'est pas une recharge électrique, ça se fait en minimum 30 minutes, alors que quand on fait le plein, c'est 2 minutes. Comment vous allez gérer ça? C'est sûr que le comportement autour de la Parce que mobilité... c'est le nerf de la guerre. Hein, Oui, pour c'est le le, nerf de la pour guerre. Le parcours utilisateur est encore, on va dire, pas optimal, de toute façon, quand on conduit un véhicule électrique. Toutes les parties prenantes ont pour cible, bien sûr, de faciliter l'accès à la borne. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Pour éviter ce qu'on appelle les voitures ventouses, par exemple, la tarification va avoir un impact, forcément. Il faut aussi que ce soit la bonne puissance de borne au bon endroit, puisque si vous vous arrêtez faire vos courses dans un centre commercial ou si vous vous garez chez vous, elle peut se recharger toute la nuit ou en voirie en bas de chez vous, si vous êtes en ville par exemple. Vous n'allez pas du tout avoir le même besoin et le même temps d'attente et donc de patience pour recharger votre véhicule. Donc c'est cette stratégie en fait d'avoir la bonne puissance, la bonne localisation qui va permettre que le parcours utilisateur soit fluide. Et si tout le monde se recharge en même temps, c'est un peu la question qu'on pose toujours, mais c'est vrai que si l'électrique, on voit les chiffres qui sont quand même spectaculaires, si le nombre de voitures électriques, si le nombre d'hybrides explose encore dans les prochaines années, il y a un moment où le réseau va saturer. On ne va pas pouvoir recharger parce que tout le monde recharge en même temps, à la même heure. Ça, j'imagine que vous y pensez. Oui, ça fait complètement partie des réflexions, mais ce n'est pas du tout une crainte à ce stade de notre côté. Tout ça va monter en puissance, que ce soit la production jusqu'à la distribution, donc ça va s'aligner. Et puis la répartition des recharges va se faire vraiment sur toute la journée de plus en plus, c'est ce qu'on disait. Finalement, en itinérance, on ne va pas forcément recharger toute la journée et sur le même type de puissance. Est-ce qu'on peut imaginer, comme on fait avec l'électricité aujourd'hui, qu'il y a des heures pleines, des heures creuses, Bien sûr. avec des tarifs différenciés? Bien sûr, et c'est ce que fait notamment notre entité Total Direct Énergie, qui propose des contrats heures pleines, heures creuses pour pouvoir adapter la recharge en fonction des heures de la journée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de zone blanche en France? C'est-à-dire qu'on va privilégier peut-être les grandes agglomérations, mais si je suis au fin fond de la Lozère ou si je suis en train de conduire et que je cherche un point de recharge, voire une station, est-ce qu'on n'a pas un risque que ces zones-là ne soient pas privilégiées? Ouais, est-ce que je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas comme on parle de la 4G et 5G pour certaines zones, est-ce que en termes de stations-service, de points de recharge, est-ce qu'il n'y a pas des zones où on ne pourra pas se recharger, ce sera compliqué? En fait, encore une fois, c'est tout l'écosystème qui doit s'y mettre en même temps. C'est-à-dire que nous, on est là pour développer les infrastructures là où il y aura un besoin. Donc, s'il y a un besoin, si les usagers ont de plus en plus l'objectif de se déplacer en véhicule électrique, etc., on viendra mettre les infrastructures là où on en a besoin. Les collectivités sont quand même très partie prenante de ça, quelle qu'elle soit, pour installer des bornes électriques. Je viens d'un petit village en Bretagne, il y a des bornes électriques dans le village, donc
je pense que de plus en plus, les territoires sont encore une fois, partie prenante et vont accélérer le maillage, on va dire, sur le territoire national. Donc vous êtes optimiste. Complètement. Alors, il y a aussi des bornes qui ne fonctionnent pas, parce que c'est bien gentil, mais pour utiliser souvent les voitures électriques, pour les tester, c'est quand même compliqué, parce que ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'il y a un renouvellement des bornes qui est en train de se faire, et comment? Alors, les bornes sont de plus en plus performantes. Le groupe a racheté G2 Mobilité il y a quelques années, en 2018, qui est devenu Total EV Charge. Et c'est bien là notre centre de compétences pour avoir des bornes de plus en plus performantes et avoir un taux de service à la hauteur de nos ambitions. Alors, est-ce que vous avez pensé d'ailleurs au service? Parce que les personnes qui vont faire le plein électrique, qui va durer 30 minutes, voire plus, j'imagine que vous n'allez pas les laisser tout seuls sur le bord de la route ou dans la station. J'imagine que vous avez imaginé, vous êtes des malins quand même, vous êtes des professionnels, vous avez imaginé peut-être la station du futur ou des choses qui pourraient être à côté de ces stations, des services, notamment pour tous ceux qui travaillent et qui doivent attendre une demi-heure, ou je ne sais pas, des endroits où on pourrait travailler. Qu'est-ce que vous imaginez par rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on imagine. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. On a déjà des exemples en Europe de c'est ce qu'on appelle les hubs, en fait, qui vont devenir des hubs multimodaux et multiservices et multi-énergie. On peut imaginer des espaces de coworking. On pourrait imaginer... C'est-à-dire, on recharge sa voiture, pendant ce temps-là, on peut aller travailler. Exactement. Avec une liaison Internet, un bureau qui Exactement. Un univers professionnel. Ouais. En fait, le temps de la recharge doit être utile à faire autre chose et il faut que ça devienne des lieux de vie, finalement, que ce soit des lieux de vie professionnels ou voire une activité personnelle. On pense à l'entertainment. Il y a plein de choses à faire pour occuper... Oui, quand je dis malin, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que trouver des astuces ou des choses à faire pour ne pas perdre de temps. Exactement. Ça veut dire que la station va se transformer. On aura des stations qui seront... on le voit déjà un peu aujourd'hui. Il y a de la restauration rapide, il y a plein de choses qui se mettent en place. On peut même acheter des habits. Enfin, voilà, ça va se développer selon vous? Ça va se développer. Ouais. Ça va se développer, l'espace va être configuré différemment, on va circuler dans l'espace de manière différente, on va y rester plus longtemps, donc voilà, tout ça va s'adapter et c'est vraiment un travail collectif entre l'expertise des équipes qui travaillent au réseau, par exemple chez nous, la stratégie, ceux qui travaillent autour du multi-énergie, etc. Il faut que tout ça se mette en marche pour qu'il y ait le lieu le plus optimal possible. Comment ça se passe pour la consommation? C'est-à-dire que quand on fait son plein, on sait qu'on fait 30 litres, on sait qu'on fait 5-6 litres au 100, voilà, c'est assez facile. L'électrique, c'est un peu plus compliqué. Comment vous arrivez à renseigner sur sa consommation? Est-ce que ça, il y a une demande de la part, par exemple, des entreprises, de collaborateurs par rapport à ça? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du conducteur, donc le porteur qui, lui, va aller se recharger, qu'on appelle le porteur de la carte pour nous, où on va lui fournir une application et la cible est qu'il puisse savoir où il en est dans sa recharge, quelle borne est disponible, etc., pour faciliter son parcours d'utilisateur. Et puis après, il y a la partie gestionnaire de flotte, où là, en effet, on va lui permettre à la fois de superviser les bornes s'il a des bornes sur son site ou au domicile de ses collaborateurs, par exemple, et tout ce qui est transactionnel qui a été fait par ses conducteurs avec la carte Total Multi-Énergie. Donc, il va pouvoir savoir le nombre de recharges, le nombre de kilowattheures, le prix final, etc. J'ai une question piège, parce que c'est la question qu'on pose tout le temps. Combien ça coûte de faire un plein de... Et alors, on a des chiffres complètement contradictoires de recharger sa voiture électrique. Encore une fois, l'essence, le gaz, ce qu'on veut, c'est très simple. L'électrique, c'est un peu compliqué. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Le prix de l'essence, vous avez 1 € au litre qui est affiché sur un totem de la station-service. C'est beaucoup plus compliqué pour la partie électrique puisque ça peut être de l'euro minute, ça peut être de l'euro kilowattheure, ça peut être un mix des deux.
Ça va dépendre de la puissance de la borne, de la puissance acceptée par votre véhicule, etc., etc. Donc tous ces paramètres font que la comparaison est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut faire sur le carburant. Mais si on prend par exemple une Peugeot 208 qui va faire son plein à peu près 1,50 € du litre, au 100 km, ça va être à peu près un peu plus de 6 euros. D'ailleurs, il y a une obligation aujourd'hui de Oui. mettre le kilométrage Au 100 km. au 100 km. Exactement. On sait combien une voiture consomme au 100 km. Exactement, ce qu'on va mettre en place dans l'ensemble de nos stations. Vous pouvez expliquer Le but, c'est de faciliter justement la lecture aux conducteurs et la comparaison. Le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse afficher pour l'ensemble des énergies, l'hydrogène compris. Donc là, on est peut-être le moins mature quand même aujourd'hui, en termes de distribution, en tout cas en France, de pouvoir afficher le prix en euros du kilomètre en fonction d'une moyenne. Donc vous reparliez de la 208. Et donc par exemple, si on prend le modèle électrique de la 208, I208, si on se recharge chez soi, on a un coût autour de 0,19 centimes du kilowattheure. Donc là, ça va plutôt être un peu plus de 3 €, autour de 3 € au 100 km. Justement, vous ne craignez pas que le marché vous échappe un peu parce que on ne peut pas faire le plein chez soi de diesel ou d'essence. Là, on peut recharger chez soi. Oui, complètement. Mais nous, on adresse ce marché-là à deux niveaux. On adresse le marché des particuliers à travers Total Direct Energy, qui fournit l'énergie, l'électricité, mais aussi la borne associée. Et puis chez Total Mobility, on peut complètement proposer aux entreprises d'installer des bornes au domicile de leurs collaborateurs. S'ils ont des véhicules de fonction, des véhicules de service électriques, qui veulent renouveler leur flotte, verdir leur flotte, on peut installer des bornes sur le site de l'entreprise, mais aussi au domicile des collaborateurs. Alors, si je viens avec une i208, si je viens avec une Zoé, si je viens avec une autre voiture, est-ce que, parce que c'est pas compatible encore les modes de recharge suivant les marques, donc si j'arrive à une borne, est-ce que sur n'importe quel type de véhicule, ça fonctionne? De plus en plus. De plus en plus, donc c'est pas encore le cas. Mais c'est pas toujours le cas, exactement. Donc il y a des questions. Alors en voie publique, de plus en plus, on va de plus en plus vers une standardisation. Et puis après, c'est avec le câble qui peut être ajusté. Et c'est des questions qu'on pose à nos clients pour pouvoir leur donner une solution, on va dire, clé en main lorsqu'on vient installer une borne chez eux. Mais est-ce que vous les conseillez aussi sur les recharges en dehors de chez eux, en dehors de l'entreprise? C'est-à-dire que s'ils ont une Volkswagen, s'ils ont une Volvo, s'ils ont une Peugeot, est-ce qu'ils vont pouvoir sur vos bornes se recharger? Est-ce que je veux dire, est-ce que c'est compatible? Comment ça se passe? Oui, parce que la plupart de nos bornes répondent à 95% des standards des véhicules. Donc il n'y a pas ce souci sur le parcours utilisateur, qu'il soit en voirie, à domicile ou en entreprise. Un mot sur l'hydrogène. Vous y croyez chez Total? Oui, on est convaincus. C'est un marché qui est encore en démonstration. Ce n'est pas un nouveau sujet pour nous, puisqu'on a construit la première station hydrogène en Allemagne en 2002. Il y a plus d'une vingtaine de stations en Allemagne, donc c'est un vrai centre de compétences pour Total, un centre d'expertise. Aujourd'hui, en France, on en a construit une au Mans, qui est dédiée à une flotte captive, un bus et 2 véhicules. Et taxis aussi. Et là, on a vu Hype, etc., qui vont convertir leurs véhicules à l'hydrogène. Donc c'est clairement un marché vers lequel on va. Ça coûte encore cher de le produire et de le distribuer. Encore une fois, c'est tout l'écosystème qui doit y aller en même temps. Mais ça coûte combien une station hydrogène? Je trouve que c'est très très cher. Oui. C'est quoi C'est 1 million? Oui, c'est ça. Ouais. Et on sait, pour installer une station électrique, des bornes, ça coûte cher aussi ou pas? Combien ça coûte? Une borne? Oui, ou par rapport à, on va dire, si on installe une cuve pour du thermique et électrique, est-ce que c'est plus cher l'électrique aujourd'hui? Non, installer une borne, c'est une borne, on va dire, sèche, c'est moins de 1 000 €. Installer une infrastructure de gaz ou d'hydrogène, ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers, voire millions. Donc, compliqué. Laurent Courtois, la parole
est à Laurent Courtois. Pour la Bonjour question des Christophe, bonjour internautes. Pauline. Bonjour. J'ai une question pour Pauline. Après Total Fleet, puis Total Mobility, quelle est la prochaine étape pour Total? Alors, on va de plus en plus vers la gestion de la mobilité. Jusqu'à présent, on était un expert de la carte carburant et de la monétique. Petit à petit, on est allé vers de la gestion de flotte. Et de plus en plus, on va vers la gestion de la mobilité, c'est-à-dire qu'on va adresser toutes les solutions de mobilité qui peuvent accompagner les entreprises. Je peux utiliser le train, un vélo, on peut imaginer ça, une voiture. Exactement. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée à très très court terme, oui. Donc là, c'est c'est un teasing. Voilà, c'est un teasing, exactement. Exactement. Donc l'idée, c'est d'accompagner tous les collaborateurs dans leur déplacement professionnel, quel qu'il soit, donc avec ou sans véhicule de fonction, qu'ils puissent on pense au vélo utiliser. Notamment, parce on que pense au vélo. Alors, on parle de déplacement professionnel et on parle aussi de plus en plus de déplacement domicile-travail. Le commute qu'on va avoir, on voit bien que la façon d'aller au travail évolue de plus en plus. Et on va accompagner par des solutions les entreprises pour qu'ils mettent en place des dispositifs pour leurs salariés sur ce commute domicile-travail, comme pour des déplacements professionnels au sein de l'entreprise. Donc faciliter le déplacement, ce qui pourrait impliquer qu'aujourd'hui, oui, Total n'est plus dans le carburant au sens large. Vous allez de plus en plus vers la mobilité, comme beaucoup d'acteurs, comme même les constructeurs automobiles d'ailleurs. Exactement. Ça va aller très vite? Ça va très vite. Ça va très vite. Oui, ça va très très vite. On sent que la société évolue très vite, le besoin évolue très vite. Et même si ça a commencé par des comportements plus de particuliers, on sent que c'est très poreux finalement entre le comportement du particulier et le comportement du collaborateur, ce qu'il a envie, la manière dont il a envie de se déplacer, même au sein de son entreprise. Les entreprises veulent faire cette transition aussi, donc voilà, on les accompagne avec toutes ces solutions. Pauline Meuvin, ça défile très vite, on arrive à la fin de cet entretien. Juste un dernier mot sur le gazole, sur le diesel, parce que, alors c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire, bon c'est la fin, etc., très bien, mais il y a quand même des millions et des millions de personnes, y compris et surtout dans les entreprises qui roulent encore au diesel. Donc elles ne vont pas disparaître, les stations. On va encore pouvoir, non mais voilà, on va encore pouvoir faire le plein parce qu'on annonce tellement de choses. Et d'ailleurs, ça inquiète beaucoup de gens. Il n'y a pas une volonté de dire, ben voilà, dans 5 ans c'est terminé, vous n'en trouverez plus. Non. Ça, c'est pas d'actualité. Pas du tout. On est convaincu du mix énergétique. À chaque usage, son énergie. Et on aura toujours besoin, en tout cas encore quelques années, d'avoir du diesel, donc de le produire et de le distribuer. Donc pas du tout, c'est juste, on est obligé d'accélérer et on en parle beaucoup parce que voilà, c'est à la mode et c'est comme ça. Mais pour autant, ça n'empêche pas que sur nos métiers historiques, on va être toujours là et en termes d'infrastructure, de production et de distribution. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, bien dans un quart d'heure, avec le navigateur qui aussi pilote maintenant des avions. Alors énergie solaire d'ailleurs, ça va vous intéresser, mais aussi hybride. Raphaël Linelli, donc on vous attend d'ici un quart d'heure. Merci beaucoup. Merci.